Bienvenue dans Le Chemin en vrai, le podcast où l'on partage le vrai chemin de la vie avec ses réussites, ses épreuves, ses doutes et ses victoires. Ici, on parle de business, mais pas que. On parle aussi de bien-être, de santé, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin pour être guidé dans votre parcours entrepreneurial et dans vos projets. Ce podcast est là pour vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à tenir le coup pour vraiment changer votre vie. Je suis Elodie Lem, consultante business et fondatrice de Beyond Business Global. Issue d'une famille d'entrepreneurs, j'ai tracé mon propre chemin, lancé des business et me suis expatriée dans 3 pays. Mais en 2023, j'ai tout perdu en m'associant aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, j'ai tout reconstruit et j'accompagne les personnes ambitieuses à transformer leur vie et leur business, tout comme j'ai pu le faire ces 2 dernières années. Alors si vous êtes prêts à relever le défi, bienvenue dans Le Chemin en vrai. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Chemin en vrai. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ultra intéressant et très important, surtout en tant qu'entrepreneur, la gestion des finances et l'anticipation de sa retraite aussi. Comme on sait, quand on est entrepreneur, forcément, on n'a pas toutes ses cotisations comme on a quand on est salarié. Donc sa retraite, il faut la préparer en partie. Et surtout, si on est entrepreneur expatrié, du coup, les règles ne sont pas les mêmes. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Nicolas Descamps, qui est gestionnaire de patrimoine et qui, du coup, va nous expliquer comment ça fonctionne et surtout quoi faire. Comment tu vas, Nicolas? Bonjour Elodie, merci de me recevoir dans cet endroit sympathique. Comme on disait, avec un petit air de Far West, une très belle végétation. La pluie qui arrive, c'est une pluie artificielle, c'est normal, mais aussi avec des constructions autour. Donc voilà, c'est toute l'ambivalence de Dubaï et les raisons pour lesquelles entreprendre ici, ça a un côté à la fois fun, aventurier, mais aussi sympathique parce que les conditions de travail, surtout en ce moment, au mois de novembre, sont quand même beaucoup plus agréables qu'aujourd'hui avec nos compatriotes français qui sont déjà un peu avec les doudounes, quoi. Hem, Effectivement, on est en plein mois de novembre et Tout va on est bien, pas mal. on est pas mal. C'est ça. Super. Voilà, c'est un sujet qui des fois peut être un peu ennuyant peut-être aux yeux de certaines personnes, mais qui Ouais. est ultra important. Mmh. Donc voilà, aborder de manière fun, mais quand même, restez jusqu'au bout parce que ce qu'on va vous dire, c'est très important pour vous et pour votre business et votre avenir. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, voilà, qui tu es, Mmh. ton parcours, que nos auditeurs te connaissent? D'accord. Je m'appelle Nicolas Descamps, j'ai 52 ans hors taxe, donc bientôt 53. Je suis entrepreneur depuis 2012, à mon compte en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui pour un cabinet, qui est implanté, sur les Émirats, donc Pierre et Placement, voilà, on peut le citer. Et ça fait 25 ans que j'exerce, ce métier, donc je commence à avoir vu un certain nombre de choses, positives ou parfois plus difficiles, pour mes clients ou pour moi-même aussi, puisque en tant qu'entrepreneur, quand on change de pays comme je l'ai fait, il faut savoir rebondir, avec les aléas économiques, avec, les événements géopolitiques. J'ai vécu, en Russie, 11 ans et donc il a fallu, faire face, je dirais, aux sanctions, côté russe et côté, européen, pour mes clients et gérer, des situations d'urgence. J'ai perdu une grande partie de mon portefeuille à cause de ça et donc il a fallu, rebondir, trouver des solutions et puis être toujours en mode, agile. Je dirais ça, c'est un conseil qui s'applique pour tous et que j'ai appliqué, pour moi. Voilà. Donc je suis à Dubaï depuis, 1 an, et quelques mois et voilà, donc un nouveau challenge, et j'ai eu la chance de te rencontrer, pour pouvoir, créer des synergies et rencontrer aussi d'autres entrepreneurs. Super, top, merci. Écoute, j'ai eu la chance aussi de te rencontrer. Donc effectivement, Nicolas a vécu dans plusieurs pays aussi, s'est expatrié dans plusieurs pays, donc notamment la Russie, tu en Ouais. parlais, donc les Émirats arabes unis maintenant. Donc ce qu'on va vous partager aujourd'hui va concerner à la fois, des personnes qui sont expatriées aussi, mais pas que. On va parler aussi de l'entrepreneuriat de manière globale. Global, ouais. Mmh. Hem, Déjà pour commencer, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois? Alors en tant qu'entrepreneur, c'est l'absence de prise de conscience. Ouais. Des risques, comme je dis, ce métier, les anglo-saxons le définissent comme des monnaies doctors.
Et donc, quand on est, un particulier ou dans la vie, on fait normalement, un bilan, médical, tous les ans avec son médecin pour voir, si, au niveau de la forme, au niveau de l'alimentation, au niveau de la croissance, quand on a des enfants, tout va bien. Et parfois une visite, de routine, suffit, à je dirais, à voir que tout va bien ou détecter les problèmes, éventuels. Donc, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi de détecter les risques. Et donc, l'absence de prise de conscience pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur, s'étend au niveau de, par exemple, de la séparation de son patrimoine, personnel, ce qu'il va accumuler comme, richesse, on va dire, ses fonds propres, et le patrimoine de l'entreprise. Donc là, bien évidemment, on se renseigne avec un expert comptable. Est-ce qu'il faut créer une structure juridique, dédiée pour son activité professionnelle? Est-ce qu'on reste, commerçant, artisan, auto-entrepreneur ou l'équivalent, ici à Dubaï, en France ou dans d'autres pays. Donc déjà, c'est, la prise de conscience sur la séparation, des actifs pour pouvoir se protéger et protéger les actifs, évidemment de la famille, quand, il y a un risque de faillite. Ça, c'est la 1re, des choses. La deuxième chose, c'est, au niveau de l'aspect, civil. On y reviendra tout à l'heure, mais il faut avoir une prise de conscience, surtout quand on est en expatriation. Ça prend un sens tout particulier et l'absence de prise de conscience sur ça, de prise d'information, peut avoir des conséquences très lourdes, qui peuvent impacter aussi, l'activité professionnelle. Voilà. Ouais, ouais. Concernant par exemple, quand on est marié ou quand on a une famille Oui. ou la loi du pays d'origine, Mmh mh. Mmh. celui dans lequel on vit. Mmh. OK, Mmh. ça marche. Prise de conscience de manière globale, en fait, sur C'est ça, différents aspects. c'est ça. Et peut-être le côté aussi, je me sens pas concernée tout de suite ou j'ai le temps. Je sais pas si ça, Oui. tu Oui, alors, c'est vrai que les entrepreneurs ont un peu ce syndrome d'avoir la tête dans le guidon, comme je dis, et du coup, il y a pas de prise de conscience, d'un certain nombre de risques et du temps qui passe. Alors que le temps peut être une force en matière de finances personnelles, c'est-à-dire que plus on s'y prend tôt, moins ça coûte cher. Pour donner un ordre d'idée, quand on commence à, préparer sa retraite personnelle en épargnant 500 € par mois à 30 ans, on arrive à un capital de 600 000 €. Si on le fait à 50 ans, on arrive à la moitié, donc voire moins. Donc en fait, l'effort financier à fournir est beaucoup plus important, quand on avance dans l'âge. Parce que si on prévoit de partir à la retraite, bon, admettons à 64-65, qui est plutôt une moyenne européenne, bah, en fonction aussi de la capacité physique, intellectuelle, et ben, il va falloir rattraper, le temps perdu. Et d'autant plus qu'il y a un facteur de risque qui s'ajoute à ça, c'est bon l'aspect, accumulation de capital. Mais si on considère que, par exemple, les marchés boursiers, sont un excellent levier pour se constituer, un capital, hein, à travers l'assurance vie ou différents supports, plus on investit sur les marchés boursiers, plus le risque diminue dans le temps. On dilue son risque en achetant des actions, je dirais, de façon fractionnée. Donc si on achète, des actions, sur une durée de 10 ans, on prend beaucoup plus de risques de perdre de l'argent que sur, 15 ans ou 20 ans. Toutes les statistiques le montrent. donc effectivement, dans les finances, du coup, le point fort, c'est le temps. C'est le temps, absolument. C'est un effet de levier. D'ailleurs, les entrepreneurs le savent. On en a conscience, quand on fait un crédit. Quand on fait un crédit, on utilise, une durée de remboursement qui peut être un peu plus long pour pouvoir payer moins cher, enfin, avoir moins de mensualités, donc avoir une charge qui est plus étalée dans le temps. Donc ça, on l'admet bien. Par contre, ça rentre pas forcément dans les mœurs, sur l'aspect capitalisation. Combien je peux mettre par mois? Voilà, et plus je m'y prends jeune, plus peux faire un crédit, je dirais audacieux. À la fois, pour financer les outils de travail personnels, son matériel, un local, enfin voilà ce qu'on a besoin pour le développement de l'activité professionnelle, mais à titre personnel aussi. Il faut bien se loger, et éventuellement, se faire plaisir, si on veut acheter une résidence secondaire ou faire un investissement locatif. Donc, s'y prendre un peu plus tôt coûte beaucoup moins cher et l'effet de levier joue avec nous, avec l'argent de la banque. OK, ça marche. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler des solutions ou du moins si tu avais quelques
tips, recommandations Ouais. pour ceux qui nous écoutent. Quelle est pour toi déjà la base, la chose essentielle quand on est entrepreneur principalement? Parce que autant quand on est salarié, on a son salaire qui tombe tous les mois, on cotise à la retraite. Donc, je dirais que le niveau de conscience, il est même peut-être plus bas. Tu me diras, ça se trouve, je me trompe. Mais du coup, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on doit anticiper, on doit penser à ça. Donc, pour toi, quels sont les basiques, les essentiels pour prévoir sa retraite ou ce qui peut arriver dans la vie, quoi. Alors déjà, il y a 2 maîtres mots, se former, s'informer. J'appelle ça l'éducation, financière. Moi, mon travail aussi, et c'est ma valeur ajoutée auprès de mes clients, c'est la pédagogie financière. C'est-à-dire qu'avec, un certain niveau d'expertise, expliquer des choses qui peuvent paraître complexes en les simplifiant. Donc ce qui est important, c'est que, quelles que soient les solutions que l'on va utiliser pour construire sa retraite, que ce soit sur de l'immobilier, que ce soit sur des cryptos, que ce soit, sur du financier, de la pierre papier, des SCPI, ou tout autre actif, pardon, du private equity, c'est-à-dire investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Ça requiert des connaissances, donc il faut faire confiance, je dirais, à son conseiller, mais pas que. Nous ne sommes pas, une source, je dirais, entièrement fiable. Il faut être extrêmement humble quand on fait du conseil. C'est la raison pour laquelle s'informer est aussi important. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité d'analyse et de réflexion et qui puisse, je dirais, aussi arbitrer, face aux forces commerciales qu'on peut avoir en face. Puisque bon, dans la gestion de patrimoine, on a différents interlocuteurs. Bon, moi, je suis indépendant, donc j'ai pas de problème à proposer, tel ou tel support. J'ai le choix. En revanche, il y a des structures qui sont beaucoup plus en silo et qui vont proposer, je dirais un petit peu les têtes de gondole. Donc, ça peut très bien se passer ou pas. Donc il faut faire attention et surtout connaître, comprendre les mécanismes sur lesquels on va. L'immobilier, au même titre que quand on achète sa résidence principale, on va regarder un peu les prix, on va regarder, on va visiter, voilà, on va, rencontrer plusieurs agents immobiliers si besoin. Dans la finance, rien ne vous empêche de rencontrer plusieurs, conseillers. Je dirais même au contraire. De faire la Heu même chose et d'aller voir un petit peu si les versions, elles sont les mêmes, Absolument. vraiment de poser des questions surtout. Voilà. On m'a dit ça, pourquoi, comment? Enfin, ouais, c'est important de comprendre. Voilà et obtenir des réponses écrites. Ouais, et une Voilà. réponse écrite. Ouais. Donc se former, s'informer, parce que aussi le conseil que l'on donne à l'instant T en 2025, risque de changer, et les paramètres, peuvent changer. Quand on part sur une stratégie, je vais prendre un exemple, très simple. Quand on parle d'obligations, ou de marché actions, les obligations, quand tu as une inflation qui est à 5 ou une inflation en Europe, hein, qui revient à 2,5 %, c'est pas du tout la même chose. Donc là où il y a 1 an et demi en arrière encore, on disait: «Il faut foncer sur les obligations». Aujourd'hui, quand on interroge les gérants de fonds, ils sont beaucoup plus circonspects par rapport à ça. Donc avoir des obligations dans son portefeuille, oui, c'est intéressant, il en faut parce que ça permet de sécuriser et d'avoir des revenus réguliers. En revanche, les points d'entrée sont importants. Au même titre, qu'aujourd'hui, sur le marché actions, on a, des valorisations aujourd'hui, stratosphériques. Nvidia, 5 000 milliards de dollars de cotation. Il y a quelques années en arrière, quand on parlait d'Apple qui arrivait à 1 000 milliards, on disait: «C'était déjà énorme». Alors on est à 5 fois 5 aujourd'hui. Donc est-ce qu'on est, en haut de la pyramide? Est-ce qu'on est au milieu? Nul ne le sait. Donc c'est la raison pour laquelle il faut comprendre les mécanismes de macroéconomie, pour protéger son épargne et voilà et donc recouper les informations, mais surtout vraiment comprendre, former, s'informer. Voilà. Se former, s'informer. Donc attention, faut bien comprendre dans quoi on investit tout Oui, simplement. exactement. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est du bon sens, hein. C'est ni plus ni moins que du bon sens, que l'on a, quand on est chef d'entreprise dans son métier. On va lancer, on va aller chercher un nouveau marché, on va faire une étude de marché, on va sourcer. Ouais, c'est ça. Puis même Finances quand vous personnelles, lancez un business, vous lancez un business sur une expertise. C'est-à-dire qu'il exactement, y a un moment où vous vous êtes formé avant de pouvoir vendre vos services et vos produits. Donc là, c'est exactement la même chose. exactement. Se former, s'informer, du Mmh. coup. Prendre conscience des risques.
Ouais. Alors, je dirais, bah, ce qu'on a déjà un peu dit en préambule, le risque de rester pauvre. C'est-à-dire pauvre, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais, c'est-à-dire que, si on compte que sur sa force de travail, ici ou dans les bras, à un moment donné, c'est dangereux parce que, un accident de la vie, que ce soit physique, santé, sentimentale, peut, je dirais, casser un petit peu l'élan en tant qu'entrepreneur et fait que, bah, les ressources que l'on avait et qui marchaient bien, à un moment donné, s'épuisent. Donc voilà, un chirurgien ou un manutentionnaire, qui se blesse, et qui peut plus utiliser ses pouces, il peut plus exercer. Il y a des assurances pour ça. Ouais. Encore faut-il prendre conscience qu'il y a des assurances pour ça. Donc le ce que j'appelle le risque opérationnel. Le risque de rester pauvre, c'est, croire que son activité professionnelle va gérer, 100 de son patrimoine plus tard. C'est une erreur. Il faut aussi miser sur ce qu'on appelle les revenus passifs. Les revenus passifs, c'est ni plus ni moins que investir dans des solutions, qui sont, si possible, pas liées les unes aux autres en termes de, cycle économique. Investir dans de l'immobilier d'entreprise, dans de l'immobilier d'habitation, dans des cryptos, dans des obligations. Si un jour il y a un crack sur le marché, boursier, il y a toujours un phénomène de vase communicant. Là où ça déborde, ça se remplit par ailleurs, et vice versa. Donc, l'or aujourd'hui est à un point très haut, alors qu'on dit habituellement, l'or, baisse quand le marché action, remonte et vice versa. Donc là aujourd'hui, on est un peu sur des paradoxes. Mais Voilà. ses yeux non, ses yeux, on les garde Les On va essayer de les garder les yeux ouverts. ouverts et ne pas mettre les œufs dans le même Panier, panier. exactement. Donc voilà, donc le risque opérationnel, le risque au niveau du temps, l'absence de prise de conscience, Ouais. et puis, bah, la prise de décision. Il faut prendre les décisions, il faut se lancer. On a le droit à l'erreur, comme quand on entreprend. Dans les finances personnelles aussi, c'est pour ça qu'il faut y aller un petit peu, moi j'appelle ça, la phase homéopathique. C'est, bah, tester et puis, si ça se passe bien, bah, on continue, on rempile, on complète. Voilà, alors évidemment quand on achète, un appartement sur du locatif, on peut se dire: «Bon, je vais essayer sur une surface, financière plus modeste et puis si ça se passe bien au bout d'1 an, 2 ans, je vais pouvoir, parce que j'ai acquis une certaine expérience, j'ai passé certain nombre d'épreuves, des impayés ou, des problèmes de livraison, de construction et cetera qui sont liés à l'immobilier, et ensuite, faire d'autres opérations. Voilà, plutôt que d'un coup, céder à la tentation la super affaire, je dirais du mois. Le C'est pour ça que, là, voilà, il y a toujours la tentation, commerciale, en face de comment la source, enfin, d'où la source vient, et de céder un petit peu au chant des sirènes. Voilà, donc moi je suis avec, l'expérience, j'ai tendance à raisonner en bon père de famille. Et c'est là que c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans la gestion des finances, dans les investissements, parce que du coup, tu permets peut-être aux entrepreneurs aussi de prendre du recul, Mmh. de faire un step back et de dire, OK, attends, là, oui, ça paraît beau, mais sur du long terme ou par rapport à mon objectif, qu'est-ce qui est vraiment important? Voilà, absolument. Et puis faire vérifier les informations. Il y a des notaires, des experts comptables. Quand on a une étude qui est remise, eh bien, on l'a fait valider avec des points de vue, différents. Donc, voilà, moi, j'ai pas peur d'avoir je dirais une confrontation d'opinions parce que parfois les stratégies, ce sont des choix, et il faut éviter les biais cognitifs. On en a tous. Donc, je rencontre, à chaque fois que je rencontre un nouveau client, il y a toujours, des objections, c'est normal, et parfois elles sont mal fondées parce elles sont issues d'histoires personnelles. «Ma grand-mère a fait ci, ça s'est mal passé. Mon voisin, il a fait ça s'est bien passé». Ah oui, mais ça correspond pas forcément à tes objectifs, financiers, de temps, et de résultats. Donc voilà, c'est pas parce que, tu as investi, il y a quelques années, en bourse avec, ton banquier que, l'investissement en bourse est quelque chose de perdant pour toi. Aujourd'hui, c'est tout ouais. Voilà.
il faut voir pourquoi tu as perdu de l'argent et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est apprendre de ses erreurs. Comme dans le business. Dans le business, tu tentes des choses, et puis, ça marche pas et c'est logique et c'est parfois l'accumulation de petites erreurs qui fait que tu grandis. Donc, voilà, bon, en matière de finances personnelles, il faut quand même éviter parce qu'à un moment donné, bah, le Sûr. retour des capitaux ne se fait pas. C'est pour ça que l'aspect, formation, information, est important et pas se précipiter. Voilà, il y a des opportunités à saisir parfois, un certain temps. Je vois par exemple aujourd'hui, c'est très à la mode, on parle de fonds structurés. Donc les assureurs présentent des montages financiers qui permettent d'avoir, une relative garantie de capital. Je dis relative parce que c'est pas une garantie de capital au sens juridique du terme et un rendement qui est donné à l'avance. C'est bien, il y a des fenêtres pour investir, OK, mais une fois que vous avez compris le fonds structuré, si vous avez loupé le numéro un, vous inquiétez pas, il y aura un numéro 2. Donc, il fera peut-être 0,5 de moins ou 0,2 de moins ou un peu plus, un peu moins, mais c'est pas grave. Prendre conscience d'abord, connaissance et tant que vous avez pas compris, vous y allez pas. OK, ça marche. Effectivement, pour en revenir au point de vue opérationnel, c'est comme quand on a son business. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut prendre soin de soi, faut se préserver, parce que, bah, si vous n'êtes plus efficace, bah, le business ne peut pas suivre derrière. Comme on dit dans l'entreprise, un chef d'entreprise, c'est le meilleur vendeur de ses produits, de ses services, parce que c'est notre bébé, c'est nous qui l'avons construit et c'est le moteur de l'entreprise. Donc effectivement, anticiper ce type de choses parce que ça peut arriver à tout le monde, un divorce, une maladie, un accident de la vie, du jour au lendemain, on se fait rentrer dedans en voiture sur la route. Enfin, ça, c'est des choses, c'est des aléas de la vie et Mmh. on peut pas les prévoir et souvent, on a tendance à se dire: «Oui, mais bon, ça arrive aux autres, mais pas à moi» ou «Ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai jamais rien eu», mais on n'est jamais à l'abri. Donc effectivement, se protéger soi, c'est aussi protéger sa famille, ses enfants, c'est protéger son business, tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant en travaillant depuis des années, bah, savoir le protéger, c'est aussi intelligent pour que ça puisse vous bénéficier Mmh mh. sur du long terme. En termes de famille, du coup, et de protection, Mmh. est-ce qu'il y a quelque chose aussi à anticiper par rapport à ce point de vue-là? On entend souvent parler de tout ce qui est, céder à les en aux enfants. Oui. Par exemple, on paye les des droits en France, Mmh. L'aspect succession, ouais, ouais. succession et cetera. Mmh. Comment on peut anticiper ça et aussi par rapport au mariage, s'il y a pas des Mmh. statuts qui sont Mmh. favorisants par rapport à d'autres? Mmh. Absolument. Alors le fait d'être en expatriation, on sort un petit peu, je dirais, de la zone de confort si on s'adresse à des Français. Les expatriés français. Pourquoi? Parce que, quand on est marié, bon, il y a déjà un cadre juridique, la relation entre les époux qui nous protège et qui permet de donner dans un certain sens, des règles du jeu à l'avance en cas de séparation, donc le divorce ou en cas de décès, pour savoir, la loi peut prévoir pour vous déjà un certain nombre de choses. En revanche, quand on est en expatriation, les règles du jeu peuvent changer et pour simplifier, je dirais que quand on passe longtemps et plus de 10 ans, en résidence, aux Émirats ou ailleurs, son régime matrimonial peut muter et là, les règles du jeu, donc les relations entre époux peuvent changer selon la loi locale. Donc là, ça peut avoir de graves conséquences et surtout, il faut éviter le «si j'avais su». Voilà, syndrome du «si j'avais su», parce que là, il y a des actes, des je dirais, oui, des actes, des formalités, assez simples à faire. Rédiger un contrat de mariage, si ça rentre dans les objectifs, du couple, faire une déclaration de loi applicable, faire un testament international si possible parce que, le faire enregistrer en France, c'est une chose, il est pas forcément opposable dans le pays du lieu de résidence parce qu'il y a pas de réciprocité. Donc il faut se renseigner, avec un notaire déjà, et qui va balayer un certain nombre de fausses pistes et si besoin un juriste, local, un notaire, local, et puis enregistrer son testament, par exemple aux Émirats, si on parle aujourd'hui, de la situation, des Émirats arabes unis. La Voilà. religion n'est pas la même, non. La religion aussi, n'est pas la même et peuvent changer beaucoup les règles du jeu, que l'exemple que je te citais, tout à l'heure, d'un couple qui était en procédure de divorce, le mari décide d'adopter, la religion musulmane et ça a cassé tout le process qui était mis en place, pour pouvoir faire appliquer, la charia, locale. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais, les conséquences peuvent être très différentes, notamment pour l'épouse et ou les enfants.
au niveau de l'attribution, de la garde, et cetera. Donc il faut éviter le «si j'avais su». Donc ce qu'on appelle le droit civil, d'une part le régime matrimonial, si on n'est pas marié, on est, concubin, alors là, c'est, je dirais entre guillemets «la jungle». Il y a plus aucune règle. Donc si vous avez des biens en commun, ah bah, il va falloir faire attention parce que la notion d'indivision, c'est quelque chose de extrêmement fragile. Donc il vaut mieux, si on veut pas se marier, acheter un bien à travers une société, une personne morale, et décider de la gestion et de la sortie, de la dissolution de la société de façon amiable. Donc c'est plus facile de céder des parts qu'un bien immobilier, par exemple. Donc en principe, voilà. Après il faut se tomber d'accord sur le prix de ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Mais au moins, ça peut être plus facile. Donc la création d'une personne morale, le PACS. Le PACS, être entrepreneur et pacsé, en France, bah, aux Émirats arabes, 0, enfin 0 en termes de Ouais, aux valeur Émirats, ça juridique, veut rien du tout, ça veut le rien dire. taxe, même si en Voilà. France, ouais, il va Attention aux couples, mariés homosexuels aussi, il n'y a pas de reconnaissance. Donc oui, donc le mariage, entre personnes de même sexe n'est pas reconnu. Donc il faut faire attention et dans d'autres pays aussi, hein, attention, ça reste, une minorité de pays dans le monde où le mariage entre personnes de même sexe est reconnu, autorisé, donc voilà. Et sur l'aspect, succession enfin, là aussi, il faut toujours, essayer d'anticiper les choses, surtout quand on accumule un certain nombre d'actifs. Alors je dirais, je ferai la grosse distinction entre, les investissements immobiliers, donc tout ce qui est achat immobilier, voilà, murs de boutique, maison, résidence, principale, locatif, et cetera. Et tout ce qui est mobilier, donc tout ce qui est placement, que l'on peut, déplacer et qui vont, avoir, des règles d'attribution en cas de décès, différentes. Voilà, donc il faut bien distinguer, l'aspect, civil de l'aspect fiscal. Sur l'aspect fiscal, la plupart du temps, les conventions, franco-émiraties, espagnoles, les conventions fiscales déterminent, à la fois les modes d'imposition, des revenus quand on est vivant, mais aussi au niveau du décès, comment la fiscalité va s'appliquer. Donc souvent, c'est le lieu de situation de l'immeuble qui va appliquer, les impôts vont appliquer la fiscalité sur le lieu de situation de l'immeuble. Voilà, alors que les placements, on est sur le lieu de résidence habituelle, de la personne. Donc voilà, il peut y avoir, une notion d'impôt et de taxes différentes selon que l'on détient, dans le cadre d'une succession, que l'on est héritier, de biens mobiliers ou de biens immobiliers. Et ensuite, sur l'aspect civil, c'est là, savoir, qui va hériter de quoi et en fonction de quelles règles. D'où ce que je disais au préalable tout à l'heure, c'est-à-dire que si on prévoit dans le cadre d'un contrat de mariage ou sans contrat de mariage, mais avec des clauses d'attribution au conjoint, clauses préciputaires ou autres, aménagements du contrat de mariage qui permet de protéger souvent, c'est je dirais protéger le conjoint, et surtout en présence d'enfants d'un premier lit ou d'un voilà, d'unions différentes. C'est extrêmement important pour éviter, je dirais les conflits, familiaux, après un décès. Donc l'aspect succession peut être réglé, déjà entre les époux, et puis, bah, avec les testaments, et cetera. Voilà. Donc en fait, il y a un process, qui peut paraître un petit peu lourd, mais je dirais, une fois qu'on ouvre le capot, notre boulot, c'est de démonter un petit peu un certain nombre de pièces. On nettoie, on revoit et puis, voilà. Est-ce qu'il faut changer la pièce ou pas? Ça, on voit. Est-ce que ça coûte de l'argent? Oui, non, on prend la décision, mais éviter le «si j'avais su». Voilà, donc c'est un peu, je prenais la métaphore tout à l'heure du médecin, c'est pareil aussi en matière de mécanique avec son garagiste. Si on veut bien entretenir son véhicule, bah, à un moment donné, il faut réviser un peu les pièces, il faut changer et ça peut aller très loin. Non, pas de souci. Si on laisse le capot fermé, à un moment donné, si on contrôle pas les niveaux, ça va se payer, quoi. ouais, tôt ou tard, on voit le résultat. Voilà. Donc effectivement, si on devait résumer en quelques points, du coup, ce qu'on vient de dire, donc c'est surtout, s'informer, Mmh. déjà prendre conscience. Je dirais qu'en fait, c'est la première étape. Mmh mh. Prendre conscience, du coup, s'informer, Mmh. comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, quelles options j'ai, ce genre de choses. Ensuite, bon, bah, au plus on a du temps et au mieux c'est.
On Mmh. se dit pas: «Bah, j'ai le temps, donc je verrai plus tard». On a bien compris que c'était l'opposé. J'ai le temps, donc du coup, c'est super. Je Ouais. vais pouvoir avoir une bonne retraite ou anticiper les choses correctement et protéger ensuite, bah, sa famille, son conjoint, selon si notre situation personnelle, Mmh mh. bien Mmh. sûr. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous sentez pas concerné que demain vous ne le serez pas. Donc effectivement, c'est toujours important d'avoir l'information. Mmh. Quels sont les principaux types d'investissements, si on peut les citer? Alors Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Il y a rien de tabou, mais ouais, ouais, bien sûr. Ce qui est, assez adapté, en expatriation, je dirais, j'appelle ça un peu le placement sac à dos. C'est, et oui, parce que, dans notre métier, comme je disais tout à l'heure, les métaphores permettent, de mettre des images concrètes, sur des situations et donc c'est pas grave, j'assume. c'est très bien. Le placement sac à dos, c'est par exemple les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au-delà peut-être d'un effet de mode, c'est quand même des supports qui existent pour certaines sociétés de gestion depuis plus de 30 ans, Ouais, et qui ont fait leurs preuves. En plus, on a traversé une crise, en France et en Europe, sur les SCPI, pour être honnête, il y a, de ça 2 ans en arrière et aujourd'hui, c'est un peu comme le tsunami, quoi. C'est-à-dire que, une fois que l'eau s'est retirée, on voit les cadavres qui sont posés sur le sable et les autres qui ont réussi à flotter, et donc qui sont toujours, à flot. Donc aujourd'hui, c'est un très bon support sur lequel on peut rentrer aussi, de façon homéopathique, de façon, régulier tous les mois ou via crédit et c'est la pierre papier et donc pour simplifier, c'est un investissement qui permet de cumuler à la fois un patrimoine immobilier, des revenus passifs avec des loyers, et une imposition en plus qui peut être optimisée en tant que non-résident puisque, aujourd'hui, nous préconisons bien volontiers des SCPI dites européennes, voire pour certaines un peu investies sur le marché, US, américain. Et donc où la fiscalité est prélevée dans les immeubles, voilà, tu as des CPI qui sont investis en Allemagne, en Espagne, dans les pays, scandinaves, en Angleterre, en Irlande. Une SCPI détient le siège de Google et loue à Google. Donc, bon, jusqu'à la preuve du contraire, Google, c'est apparemment un bon locataire. ouais, Donc, voilà, avoir des parts, dans cette, SCPI et avoir comme locataire, Google, c'est un peu sympa. ouais. Et donc, ça permet, de se constituer un patrimoine. L'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'épargne française et pour cause. Là, aujourd'hui, en plus, on parle dans l'actualité, de la tentation du législateur français de taxer les fonds euros. Donc il y a toujours une actualité, entre guillemets «bonne» ou mauvaise, mais en face, il y a des solutions. Bon, la loi n'est pas encore passée par rapport à ça, mais d'où l'intérêt, je dirais, d'être accompagné pour souscrire un contrat assurance vie parce que ça permet de transmettre des capitaux en cas de décès, mais de disposer d'une épargne, je dirais immédiate à 15 jours, 3 semaines. Si tu as besoin d'argent, tu peux reprendre sur ton assurance vie et tu remets. Donc en fait, une capitalisation qui peut être extrêmement souple, malgré, je dirais, un peu un resserrement fiscal, sur certains points. Ça reste quand même un excellent outil pour valoriser son épargne, dans le temps. Ensuite, le démembrement de propriété, c'est-à-dire, la possibilité d'acheter un bien immobilier, alors pour le coup, là, en France, sans en avoir l'inconvénient en termes de gestion locative et acheter que la valeur en nue propriété. Grosso modo, au lieu d'acheter un bien, sur une base de 100 000, tu vas l'acheter, 64 000, 64 de sa valeur sur 15 ans. Donc pendant 15 ans, aucun revenu, aucune charge. Tu as un exploitant qui va louer et qui va te restituer la pleine propriété au terme des 15 ans, sur un immeuble qui a été acheté neuf de préférence. On peut avoir aussi, des, achats en démembrement de propriété, avec des immeubles qui ont été livrés il y a quelques années avec un démembrement en cours, ce qu'on appelle. Et donc c'est un moyen de se constituer un patrimoine et au terme, d'avoir le choix entre l'habiter à titre personnel, si c'était plutôt, un résidence secondaire, j'achète dans un coin sympa au bord de mer ou autre, voilà, locatif, ou revendre ou transmettre aux enfants. Donc voilà. Et ça, avec zéro fiscalité. Pas de revenus, pas de taxes, pas de bras, pas de chocolat. Donc Ouais. voilà. Donc c'est un moyen aussi, d'investir, à crédit. On peut le financer à crédit, donc voilà. Évidemment, tout ce qui est, placement financier boursier, on peut le faire,
à travers, si on est français, un PEA, un plan d'épargne en action, si on est, résident fiscal en France, un contrat de capitalisation ou, via de l'assurance vie. Et aujourd'hui, ce qui est quand même, je dirais à la mode et pour cause, c'est le private equity. Tout simplement pour dire qu'il est possible d'investir dans des sociétés non cotées. Je vais donner quelques exemples. Il y a des fonds spécialisés qui ont investi sur Doctolib, sur Criteo qui fait de la reconnaissance biométrique et je dirais dans un monde où, la traçabilité numérique et l'identification, la sécurité, je dirais, de nos données, d'accès à nos données est de plus en plus pointue. Aujourd'hui, quand tu ouvres ton application bancaire, tu as du biométrique. Ouais, je suis d'accord. Hein, intégré dans les téléphones. Sauf que, bah, derrière, il y a des sociétés qui ont mis en place ces process depuis, des années. Et quand tu prends à Dubaï, l'accès à l'aéroport, tu as ces, Ouais, voilà, beaucoup. bon, bah, ces sociétés-là, européennes, américaines, ont besoin de fonds pour se développer et c'est toi qui peux les aider à se développer, moyennant une prise de risque évidemment. Mais, le fait, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de sélectionner ces fonds et de voir avec leur track record ce qu'ils ont donné, les pertes qu'ils ont pu avoir, fait que bon, on peut raisonnablement se dire: on peut récupérer, doubler son capital, avoir un, un revenu, complémentaire, sur, 5-7, 8-9 ans. Voilà et donc faire tourner un petit peu son épargne et investir de façon, décorrélée des marchés cotés parce que, par définition, ces sociétés-là ne sont pas en bourse et qu'elles ont leur propre cycle d'évolution. Voilà et qui fait qu'en tant qu'investisseur derrière, tu peux suivre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, là-dessus, et voilà, donc je dirais 4 familles aujourd'hui, 3-4 familles, intéressantes de solutions concrètes. OK, super. Merci beaucoup du coup pour cet aperçu, en tout cas, de ce qui est possible de faire. Donc bien sûr, après ça dépend du cas de chacun, on va dire, de la Absolument. situation de chacun. Comment on fait pour te contacter si on veut avoir plus d'informations, si nos auditeurs ou auditrices, aujourd'hui se disent: «Bon, bah, OK, j'aimerais bien faire un point pour savoir ce qu'il est possible ou pas en fonction de ma situation». Mmh. Du coup, comment on fait? Alors bon, j'ai un profil LinkedIn, Nicolas Descamps, donc il est visible, sur le site Pierre et Placement, donc évidemment, quand je fais une entrée en relation, j'envoie une présentation de la société avec laquelle je travaille puisque on on est derrière un process de conformité, donc il y a tout un process avant de proposer quelque chose. Et puis, voilà, un email, on pourra peut-être le glisser dans le voilà. Ce qui est important, voilà, c'est de faire une première rencontre, de se connaître et de définir les objectifs. C'est essentiel. Voilà, des objectifs, il faut qu'ils soient réalisables, atteignables, mais je suis là pour pouvoir, vraiment conseiller, les clients dans la rédaction de ces objectifs. Je veux financer les études pour mes enfants, ils ont, 5 ans ou 15 ans. La durée de temps n'est pas la même. Je veux protéger mon conjoint, je veux obtenir, un revenu complémentaire de 1 000 € à partir de l'âge de la retraite. Je veux acheter un bien, pour, un retour en France prévu ou pas, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et je veux compléter, tout simplement, mes revenus, sans avoir de, je dirais, d'objectif de capital. Par contre, je sais combien je peux mettre par mois. Voilà. OK. Donc, très concrètement, on peut commencer tout de suite à mettre en place, je dirais un plan retraite à partir de 100 € par mois. Voilà, donc c'est OK. pas du tout, mon conseil n'est pas, lié à un ticket d'entrée. Il y a des solutions, pour des clients, il y a des solutions pour tous, et en fonction de ses capacités financières et surtout ne pas surestimer, ses capacités. Donc voilà, c'est pour ça que je propose aussi des solutions qui sont flexibles. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a une baisse de revenus professionnels, on a des charges qui augmentent parce on doit déménager par exemple, à la fin du bail et puis, bah, tu es obligé de trouver un autre endroit parce qu'au niveau du boulot, c'est plus près, plus pratique, machin. Tu viens d'accoucher, et donc bon, c'est un heureux événement, mais ça a aussi une implication. Il faut adapter aussi son budget par rapport à ça et c'est tout à fait possible. OK, super. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup Nicolas, en tout cas. Ben merci, merci à toi Elodie. Ouais, avec plaisir. C'est important
il faut en parler. On n'en parle pas beaucoup. Donc, ça me tenait à cœur de pouvoir faire ce podcast avec toi. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser ci-dessous en commentaire aussi. Des questions, des remarques, voilà, peu importe. Et si vous avez besoin de contacter Nicolas ou vous voulez faire un point sur votre situation à vous, pareil, je mets ces informations en bio en description. Tout le monde est bienvenu. C'est comme chez McDo, venez. Venez comme vous êtes. Eh, même ici, en maillot de bain, j'ai fait des entretiens en maillot de bain, crois-moi. C'est vrai? Ouais, ça va. Bon, après, quand on se connaît, mais voilà, non, il n'y a pas de formalisme particulier. Ce qui est important, c'est de créer un climat de confiance et d'envie de faire les choses. Ah, ok, Voilà. super. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.